Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ougat Next. Comme vous l'avez remarqué, un petit peu de changement cette semaine puisque la vidéo sort un lundi, mais j'ai décidé de repousser la vidéo à aujourd'hui puisqu'hier, dimanche, on avait un événement historique dans le basket féminin, car Sue Bird, considérée par beaucoup comme la meilleure meneuse de l'histoire, mais également une des GOAT de ce jeu, a eu l'honneur de devenir la première joueuse WNBA à avoir sa statue devant une arena. De ce fait, j'ai repoussé un petit peu le planning pour pouvoir apprécier cette cérémonie et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo WNBA qui va faire le point sur la course au trophée dans la Grande Ligue. La saison régulière approche dangereusement de son terme, il reste une dizaine de matchs à chacune des équipes de la Ligue et il est temps de voir quelles sont les favorites pour chacun des trophées de la saison. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait, mais aussi à me dire dans les commentaires qui sont selon vous les favorites pour chacun de ces trophées. Une dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier pour tout l'engagement sur la dernière vidéo, qu'il soit positif ou négatif. C'était très intéressant de vous lire, quels que soient vos avis dans les commentaires de la dernière vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais quand même à vous rappeler que comme pour chaque vidéo de ce genre, les choix présentés ici n'engagent évidemment que moi. Vous ne serez donc certainement pas d'accord avec certains de mes choix, mais je me suis tout de même basé sur quelques critères un petit peu impondérables, tout comme bien sûr d'autres critères beaucoup plus subjectifs. Ainsi, pour la plupart de ces trophées, on va prendre en compte les statistiques de la joueuse, le bilan de son équipe, mais aussi parfois l'impression visuelle dégagée, le eye test, comme on dit, ou encore la situation globale dans laquelle se retrouve la joueuse. Allez, sans perdre plus de temps, on passe tout de suite au premier trophée de la saison, et c'est celui qui est selon moi le plus évident à décerner puisqu'il s'agit du titre de rookie de l'année. Pour chacun des trophées, j'ai sélectionné 3 joueuses en tant que finalistes, et je vais vous donner à chaque fois ma favorite pour le titre final. Ici, la course se fait donc entre 3 joueuses, 2 de Washington et une de Dallas, Sonia Citron, Paige Bakers et Kiki Iriafen. Mention honorable tout de même à quelques joueuses telles que Sanaya Rivers de Connecticut ou encore Janelle Salin, notre Frenchie, qui fait une très belle saison du côté de Golden State, mais que j'ai du mal à considérer vraiment comme une rookie, sachant qu'elle est sur le circuit pro depuis pas mal d'années déjà. Comme je vous le disais, selon moi, ce trophée est assez évident à décerner, et c'est d'ailleurs certainement le seul trophée du jour qui ne va pas se baser sur le bilan de l'équipe. En effet, c'est compliqué de juger une rookie sur le bilan de sa franchise, sachant que les premiers choix de draft arrivent très souvent dans des effectifs décimés et qui ont fini aux dernières places les saisons précédentes. De ce fait, pas trop de suspense ici, puisque c'est donc Paige Bakers qui est selon moi l'immense favorite pour gagner le titre de rookie de l'année, elle qui fait une saison absolument incroyable, tournant à quasiment 19 points, 4 rebonds, plus de 5 passes, presque 2 interceptions de moyenne en 34 minutes de jeu. Dans un effectif de Dallas qui fait peine à voir et qui n'était en début de saison que très peu adapté aux qualités de la joueuse, elle a su tirer son épingle du jeu, comme on le voyait déjà à Yukon, et a transposé son talent dans la Grande Ligue. Option numéro 1 de son équipe, vu la piètre saison d'Arike Ogumbowale, Page a vraiment pris les rênes de Dallas et bat presque tous les records de précocité pour une rookie. Sixième meilleure scoreuse de la ligue, huitième meilleure passeuse, elle est également top 20 au usage rate dans la ligue, ce qui fait déjà d'elle l'une des superstars de la WNBA sur le terrain. Plus qu'une saison pour avoir le titre de rookie de l'année, Page est en train de réaliser une saison absolument incroyable qui pourrait lui valoir une place dans les All WNBA Team. Absolument létale à mi-distance, elle n'a pas non plus peur d'aller prendre les contacts dans la raquette, provoquant pas mal de fautes, mais est également une joueuse extrêmement intelligente, capable de trouver ses coéquipières démarquées, le tout en ne perdant que très peu de ballons. Élue All-Star pour sa première saison dans la ligue, Paige est également la seule joueuse à avoir scoré au moins 10 points dans chacun de ses matchs depuis le début de saison. Une première saison de très haute facture donc pour l'ancienne joueuse de Yukon, qui mérite selon moi de recevoir le trophée de rookie de l'année assez largement. Il y a cependant 2 outsiders pour ce trophée qui sont assez loin, je l'avoue. Il s'agit bien entendu de Sonia Citron de Washington, avec 15 points, plus de 4 rebonds, un peu plus de 2 passes, une interception pour quasiment 33 minutes de jeu par match. Sonia fait également une très belle saison rookie, très efficace au shoot. Elle a participé au concours à 3 points, n'étant d'ailleurs pas si loin de réaliser une saison en 50-40-90 au niveau des pourcentages au tir. On le savait au moment de sa draft, Sonia est une joueuse prête, plug and play, qu'on peut mettre à peu près n'importe où et qui va apporter la même chose quasiment tous les soirs, du tir, de la défense, des bonnes lectures, mais qui pêche encore un petit peu au niveau de la création, ce qui est normal, c'était pas du tout son rôle à la fac. On la voit progresser un petit peu là-dessus au fur et à mesure de la saison, mais on reste encore très loin du niveau élite que peut avoir une joueuse comme Paige Bakers.
Ce qui la dessert dans cette campagne de rookie de l'année, c'est surtout qu'elle bénéficie des espaces créés par les autres joueuses pour réaliser de très belles performances offensives. Ainsi, en comparaison avec Paige, qui doit souvent se créer ses tirs elle-même, Sonia bénéficie du système de Washington et en première partie de saison des décalages créés par Brittany Sykes pour avoir des tirs beaucoup plus ouverts. Attention tout de même, car depuis le départ de Brittany Sykes, Sonia fait une très belle deuxième partie de saison, mais malheureusement pour elle, il y a un ovni en face qui devrait rafler le trophée. Il y avait déjà un gap entre la place 1 et 2, et le gap est encore plus grand avec la troisième place, mais il s'agit de Kiki Eriafen, une autre joueuse de Washington, qui me surprend cette saison, je dois l'admettre. Moi qui n'étais que très peu emballé par sa draft à Washington, elle a su profiter en début de saison de la blessure d'Alia Edwards pour s'imposer très vite sur le poste, et même s'il y a pas mal de choses à dire, elle fait une belle première saison dans la Grande Ligue. Avec quasiment 13 points, presque 9 rebonds, plus d'une passe, en un peu moins de 27 minutes de temps de jeu, Kiki est très active, en particulier offensivement, et elle est d'ailleurs sur une série de 4 double-double de suite sur les 4 derniers matchs. La sélection de tir laisse encore un petit peu à désirer, il y a aussi quelques oublis défensifs, mais dans l'ensemble, Kiki Eriafen fait une belle première saison, et je ne m'attendais pas à la voir aussi performante aussitôt. Malgré tout, ce n'est pas suffisant pour essayer de passer devant sa coéquipière Sonia Citron ou encore devant l'inaccessible Paige Bueckers. Peu de doute donc pour ce trophée, c'est donc bien Paige Bueckers qui devrait le recevoir à la fin de la saison, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez et pour qui vous auriez voté. On continue avec le trophée de coach de l'année, et mes choix pourraient en surprendre plus d'un si on ne prend en compte que le bilan. En effet, je pense que pour beaucoup d'entre vous, Cheryl Reeves, la coach des Minnesota Lynx, devrait être la favorite pour ce titre de par le bilan de la franchise. Et si on est d'ailleurs tout à fait honnête, la WNBA va très certainement lui remettre le trophée à la fin de la saison. Mais bon, vous connaissez mon avis sur les instances qui décernent des trophées, c'est jamais très pertinent. De ce fait, ne mettant pas Cheryl Reeves dans mes 3 finalistes, il me fallait trouver 3 coachs et ça a été assez naturellement que je me suis penché sur Carl Smesko, Nathalie Nakase et Nate Tibbetts. Pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec ces visages, Smesko est le coach du Atlanta Dream, Nathalie Nakase est la coach des Valkyries, tandis que Nate Tibbetts est le coach de Phoenix Mercury. Contrairement au titre de rookie de l'année, il a été beaucoup plus difficile pour moi de dégager un grand gagnant pour ce trophée, car tous ont leur mot à dire. Avec Atlanta, Smesko a réussi à hisser le Dream au deuxième bilan de la ligue, à l'heure où je tourne, avec un bilan de 22 victoires pour 12 défaites. Avec un effectif assez atypique, composé par exemple de Breonna Jones et Brittney Griner dans la raquette, mais également de joueuses comme Alicia Gray ou Ryan Howard, il a réussi à tirer le meilleur des qualités de chacune de ses joueuses, même si le début de saison a été un petit peu poussif au niveau du jeu. Mais au-delà de ça, il a réussi à surmonter les problèmes que pouvaient causer les absences dans son effectif. En effet, Ryan Howard a raté pas mal de matchs, mais également Jordan Canada qui était supposée être la meneuse titulaire de cette équipe. Blessée en tout début de saison, puis de nouveau très récemment, elle a raté plus d'une dizaine de matchs avec son équipe, et ça a forcément impacté un petit peu le jeu d'Atlanta. Malgré tout, Smesko a fait de très belles choses avec son effectif, et il fait forcément partie des favoris pour le titre de coach de l'année. La deuxième coach qui peut prétendre à ce trophée, c'est Nathalie Nakase, la coach de Golden State, qui affiche un bilan de 18 victoires pour 16 défaites à l'heure où je tourne. On ne va pas se mentir, personne n'attendait Golden State aussi haut avant le début de saison, et c'est d'ailleurs la franchise d'expansion avec le plus de victoires lors de sa première saison dans l'histoire de la WNBA. Nathalie Nakase a réussi à développer une vraie identité défensive à cette équipe de Golden State, le tout en devant s'adapter avec les absences de certaines cadres de l'effectif pendant un bon moment. En effet, cette saison, pas moins de 19 joueuses ont porté l'uniforme des Valkyries, certaines pour des plus longues périodes que d'autres, mais c'est un effectif qui a connu pas mal de changements. Avec de nombreuses européennes qui ont dû partir au moment de l'Eurobasket, mais également des blessures plus ou moins graves, comme celle de Kayla Thornton juste après le All-Star Game, Nakase a dû changer un petit peu sa hiérarchie en cours de saison. De ce fait, si l'identité défensive est toujours très présente dans cette équipe, on la sent un peu plus à l'aise offensivement, notamment grâce à la progression de Veronica Burton, mais on en reparlera un petit peu plus tard, mais également par le spacing qu'amènent des joueuses comme Janelle Salin, Cecilia Zandalassini ou encore Iliana Rupert. Au vu des forces en présence, des attentes en début de saison, mais également du jeu développé, il est tout à fait normal de voir Nathalie Nakase, selon moi, parmi les finalistes du trophée de coach de l'année. Le dernier coach dont on va parler ici, c'est Nate Tibbetts, le coach du Phoenix Mercury, qui affiche un bilan de 20 victoires pour 13 défaites à l'heure actuelle, et qui était selon moi le grand favori pour le titre jusqu'au All-Star Break.
En effet, sur la première moitié de saison, Phoenix avait très certainement l'un des jeux les plus plaisants à voir de la WNBA, axant son attaque sur des pick and roll inversés, de l'adresse extérieure, tout en ayant une défense très solide, ancrée par une Alyssa Thomas absolument incroyable cette saison, et ce malgré l'absence un petit peu longue durée de Kalea Cooper, qui a raté quasiment la moitié de la saison. Malheureusement, depuis le All-Star Break et l'arrivée de Dewana Bonner, partie d'Indiana, on a du mal à retrouver le jeu qui nous enthousiasmait tant en début de saison. Cette arrivée coïncide d'ailleurs avec un vrai coup de mou de la part de Phoenix, qui a laissé filer quelques matchs qu'elles auraient dû prendre. Forcément, ça impacte le bilan de Nate Tibbetts pour le trophée de coach de l'année. Malgré tout, si je m'attendais à ce que cet effectif soit compétitif, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse aussi bien, en particulier en première partie de saison, et c'est pourquoi Nate Tibbetts fait partie de mes 3 finalistes. Vous l'avez donc compris, difficile pour moi de dégager un vrai favori dans cette course au coach de l'année, mais je vais me prêter au jeu et je vais donner mon vote à Nathalie Nakasse, la coach de Golden State, en grande partie pour récompenser les Valkyries pour leur bilan qui dépasse toutes les attentes, elles qui devraient, sauf catastrophe industrielle, faire les playoffs dès leur première année dans la ligue, un exploit dans le sport de haut niveau. On continue avec le trophée de MIP qui va récompenser la joueuse qui a le plus progressé entre la saison dernière et cette saison. Et cette fois-ci, ça a été pour moi beaucoup plus simple de dégager 3 finalistes dans cette course. On retrouve donc Azurée Stevens, Veronica Burton et Gabby Williams en tant que finalistes, avec une mention honorable pour Kayla Thornton et Shakira Austin. Et comme pour le trophée précédent, chacune des 3 finalistes a des arguments pour décrocher le trophée final. A commencer par Azurée Stevens, la joueuse de Los Angeles, qui tourne cette saison à plus de 14 points, 8 rebonds, 2 passes, plus d'une interception en un peu moins de 29 minutes par match. À titre de comparaison, la saison dernière, elle tournait à 9,6 points, 7 rebonds et moins de 2 assists. Aussi, on a vu une vraie progression dans sa prise de tir à 3 points, elle qui tire à quasiment 40% sur la saison, avec un volume qui a augmenté par rapport à la saison dernière, tout comme sur sa réussite à 2 points d'ailleurs, passant d'un peu plus de 40% à presque 60% cette saison. Avec l'absence longue durée de Cameron Brink, qui est revenu il n'y a pas si longtemps, Azurée a vraiment été l'option numéro 1 à l'intérieur pour Los Angeles, et elle est le complément parfait à une joueuse comme Kelsey Plum qui aime ses espaces pour driver, tout comme Rickea Jackson ou encore Dearica MB. Azurée a donc un dossier très solide pour être élu MIP cette saison, mais attention, elle a de la concurrence qui nous vient du nord-ouest des États-Unis, à commencer par une joueuse de Seattle que vous connaissez bien, c'est évidemment Gabby Williams. Avec 12,4 points, 4,5 rebonds, 4,4 passes et presque 2,5 interceptions en 32 minutes, Gabby fait une campagne très sérieuse et ultra complète. La saison dernière, sur le peu de matchs qu'elle a joué, car elle est arrivée après les JO, elle tournait à 10 points, 4 rebonds, 3,7 passes et un peu moins de 2 interceptions en 29 minutes de jeu, donc on voit une vraie progression statistique, mais également sur le rôle qu'elle a eu cette saison. Car oui, dans le marasme de Seattle cette année, Gabby est sûrement l'un des seuls rayons de soleil de la franchise, et ça des 2 côtés du terrain. Si sur les premières semaines de compétition, on a vu une Gabby tourner à quasiment 50% à 3 points, les pourcentages sont rentrés dans la norme depuis, où elle est à peu près à 30% de réussite sur la saison. Malheureusement, et c'est un petit peu ce qu'on peut lui reprocher cette année, elle va beaucoup moins au cercle et se contente de prendre des pull-ups à mi-distance ou à 3 points, alors qu'elle est absolument létale sur son drive. Avec le manque de hiérarchie dans l'effectif de Seattle, j'aurais espéré la voir un petit peu plus prendre ses responsabilités et prendre le ballon dans des situations de pick and roll avec Neka ou Easy par exemple. Malheureusement, avec Erika Wheeler et Skylar Diggins, ça devient très compliqué d'avoir la balle, en particulier depuis l'ajout de Britney Sykes, qui aime ses ballons également. De ce fait, depuis le All-Star Break, Gabby est utilisée avec beaucoup plus de parcimonie, et c'est dommage car c'est certainement l'une des joueuses les plus efficaces de cet effectif. Elle fait évidemment partie des candidates au titre de MIP, elle qui a d'ailleurs été élue All-Star pour la première fois de sa carrière et devient donc la première Française de l'histoire à participer à un All-Star Game, n'en déplaise à la FFBB. Mais attention tout de même, car si Gabby est en très bonne position pour remporter le MIP, elle a de la concurrence avec selon moi la joueuse qui est favorite à l'heure actuelle, il s'agit de Veronica Burton. Avec plus de 11 points, plus de 4 rebonds, 5 passes et plus d'une interception en un peu moins de 29 minutes de jeu, Veronica fait une saison exceptionnelle du côté de Golden State et a vraiment explosé comparativement à la saison dernière. Non conservée par Connecticut lors de la draft d'expansion, elle avait pourtant joué 31 matchs sur la saison, avec un peu moins de 13 minutes de moyenne. Elle tournait à un peu plus de 3 points, 1,4 rebonds et 1,9 assists sur la saison, des stats assez faibles mais qui lui permettent d'avoir une vraie chance pour le trophée de MIP.
Je vous avais d'ailleurs parlé de Veronica Burton dans ma vidéo des 10 joueuses à suivre avant le début de la saison WNBA, vous disant qu'elle pouvait très certainement exploser cette année du côté de Golden State, et heureusement pour nous et pour Golden State, ça a été le cas, et elle fait une saison de très haute facture. Alors que son rôle était très limité du côté de Connecticut, Nathalie Nakasé a décidé de la responsabiliser très tôt dans la saison en lui donnant les clés de l'équipe et pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. Excellente défenseuse, elle peut encore être parfois un peu frustre offensivement, même si on voit au fur et à mesure de la saison une vraie progression sur ce sujet-là. En effet, j'avais un peu peur en tout début d'année quand je la voyais prendre 3 à 4 tirs à 3 points par match, avec des pourcentages assez douteux, étant donné qu'on ne l'avait jamais vue avec vraiment beaucoup de réussite sur des tirs lointains. Mais Véronica a su me faire mentir, tournant à plus de 38% sur la saison, en plus de 4 tentatives par match, ce qui est très sérieux pour une shooteuse. Ajoutez à ça une très bonne lecture des trajectoires pour aller gratter des rebonds, offensifs comme défensifs, et une lecture de jeu très correcte, lui permettant de tourner à plus de 5 passes d'ess par match, elles se font parfaitement dans le collectif de Golden State et amènent un vrai impact des deux côtés du terrain. Du haut de son 1m75, car oui, Véronica est une meneuse de poche, elle arrive à défendre sur pas mal de positions et serait le complément parfait dans une équipe qui veut jouer le titre, en recherche d'une deuxième créatrice balle en main. Et c'est donc pour toutes ces raisons, vous vous en doutez, que mon vote pour le trophée de MIP va du côté de Veronica Burton, que je trouve vraiment excellente cette année. C'était déjà une joueuse que j'adorais par le passé, mais là elle répond vraiment à tous les critères, de l'explosion statistique à son rôle dans l'équipe. Elle a vraiment pris les choses en main du côté de Golden State, beaucoup plus responsabilisée, et ça lui vaut selon moi le trophée de MIP. Malgré tout, et je tiens à le préciser, si le trophée devait aller à Gabi ou à Azurey, ce ne serait absolument pas un scandale. Toutes les trois font des saisons très solides, il y a une vraie progression pour chacune de ces joueuses, et ça ne serait vraiment pas un vol si le trophée ne revenait pas à Veronica Burton. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et qui est selon vous la favorite pour ce trophée de MIP. On continue avec l'avant-dernier trophée de cette vidéo, car oui, je ne vous en ai pas parlé pour l'instant, mais j'ai décidé de ne pas traiter le trophée de 6e joueuse de la saison. C'est très compliqué pour moi de trouver 3 joueuses finalistes pour cette catégorie-là. Pour moi, il y en a 2 qui se détachent un petit peu plus et qui répondent aux critères au niveau des statistiques et de l'apport sur le terrain. Il y a plein de joueuses que j'adore qui sortent du banc, mais qui n'ont pas forcément tous les critères. Et de ce fait, j'ai décidé de ne pas traiter ce trophée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quelle joueuse devrait, selon vous, gagner le trophée de 6e joueuse de l'année? Pour moi, ça se joue entre Nazilmon du côté d'Atlanta, qui fait une très belle saison en sortie de banc, et l'autre, c'est Jessica Shepard du côté de Minnesota, qui est vraiment excellente dans son apport et qui a un vrai rôle supplémentaire depuis la blessure de Nafissa Collier. Donc on va voir ce que ça donne. Pour moi, c'est vraiment les deux où ça peut batailler un petit peu, mais j'ai eu du mal à vraiment trouver une favorite pour cette course au trophée de 6e joueuse de la saison. De ce fait, comme je vous le disais, avant-dernier trophée, et c'est celui de défenseuse de l'année, et là, encore une fois, il y a 3 joueuses qui se sont détachées assez naturellement, même si le top 5 est très solide, et on va le voir tout de suite. On retrouve d'ailleurs 2 joueuses qui sont concernées par le trophée de MIP. Il s'agit de Gabby Williams et Veronica Burton, qui font des saisons absolument incroyables défensivement sur les postes extérieurs. Et la 3e joueuse finaliste, c'est Alana Smith du côté de Minnesota. Elle est d'ailleurs rejointe dans les mentions honorables par une autre joueuse des Lynx. Il s'agit de Kayla McBride, qui aurait dû selon moi avoir le trophée l'année dernière. Une autre de Phoenix, Alyssa Thomas, qui est vraiment le rock de la défense du Mercury. Et la dernière mention honorable, c'est un petit clin d'œil, car je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent. Il s'agit de Cameron Brink. Elle a joué très peu de matchs, avec encore une restriction au niveau de ses minutes, mais sur le peu de temps qu'on l'a vue sur les parquets, c'est vraiment indécent à quel point elle est forte défensivement, que ce soit dans ses lectures, dans sa façon de bouger sur le terrain. Elle annihile totalement le jeu offensif des équipes adverses, et les joueuses qui sont concernées par le trophée de DPOY devraient vraiment en profiter, car à partir de la saison prochaine et pour les 10 prochaines années, il va falloir y aller pour prendre le trophée à Cameron Brink. 3 finalistes donc pour ce trophée. On a déjà parlé pas mal de Veronica Burton et Gabby Williams. On va en reparler très rapidement. Forcément, Veronica Burton, de son côté, a une équipe extrêmement défensive du côté de Golden State et est vraiment la pointe de cette défense, se retrouvant très souvent à devoir défendre sur la meilleure meneuse ou arrière adverse, le tout en ayant des grosses responsabilités de l'autre côté du terrain. Au niveau statistique, c'est très certainement la joueuse la moins légitime des 3 finalistes à remporter le trophée,
mais sur le high test dont je vous parlais en début de vidéo, c'est une joueuse qui est impressionnante et je vous invite à aller voir les matchs de Golden State et à vous concentrer sur les séquences défensives de Veronica Burton. L'autre joueuse dont on a déjà parlé, c'est Gabby Williams, qui fait une saison incroyable, battant des records dans tous les sens. Elle est vraiment ultra régulière défensivement et doit, de la même manière que Veronica Burton, se coltiner les meilleurs extérieurs adverses tous les soirs. Et ça, franchement, chapeau, car elle leur fait vivre un enfer. On se rappelle d'ailleurs du match contre Indiana, où Caitlin Clark a été absolument étouffée face à la défense de Seattle et en particulier de Gabby, et elle a donc toutes ses chances pour décrocher le DPOY. La dernière joueuse dont on va parler, c'est une joueuse que je vous avais également mentionnée dans ma vidéo des 10 joueuses à suivre cette saison, et il s'agit d'Alana Smith, l'intérieur des Minnesota Lynx, qui fait une saison statistique plutôt similaire à la saison dernière, avec quasiment 10 points, plus de 5 rebonds, 3 passes, 2 blocs par match en moins de 27 minutes. Élue l'an dernier dans le deuxième 5 défensif de la saison, elle aurait selon moi mérité d'être un petit peu plus haut, et cette année elle fait très clairement partie des favorites pour le titre de DPOY. On savait depuis la saison dernière que la force de cette équipe de Minnesota c'était sa défense, mais avec la blessure de Nafisa Collier récemment, on se rend compte encore plus que la défense de Minnesota est élite. Et Alana Smith n'est vraiment pas étrangère à ce phénomène. Intérieur très mobile, capable de switcher sur à peu près tout le monde, même si forcément elle a un peu plus de mal sur les meneuses très rapides. Elle est actuellement première de la ligue sur le defensive rating. C'est donc la joueuse de WNBA qui empêche le plus l'équipe adverse de scorer lorsqu'elle est sur le terrain sur 100 possessions. Mais elle est également première au defensive win share, qui est une estimation du nombre de victoires de la franchise grâce à cette joueuse sur le côté défensif. Gabby Williams, dont on a parlé avant, est d'ailleurs dans le top 10 dans ces deux catégories. Alana, comme je vous le disais, lors de la vidéo des 10 joueuses à suivre, c'est une joueuse qui n'hésite pas à mettre la tête lorsque d'autres joueuses n'iraient même pas mettre la main, et elle est vraiment indispensable à cette équipe de Minnesota, qui est la meilleure défense de la ligue cette saison. Bon, ne le dites pas trop fort, mais cette équipe est vraiment injouable, car c'est également la meilleure attaque de la ligue. Difficile donc pour moi de ne pas récompenser la meilleure défense de la ligue, avec au moins une finaliste dans les 3 dernières joueuses. J'aurais également pu mettre Kayla McBride à la place de Veronica Burton ou également Alyssa Thomas. Très honnêtement, ces deux joueuses-là auraient tout à fait mérité de faire partie des finalistes. Malgré tout, vous devez vous en douter maintenant, mon vote va aller du côté d'Alana Smith. Encore une fois, comme sur le trophée précédent, je pense que toutes les joueuses pourraient le mériter, et ça ne serait pas un scandale s'ils le donnent à Gabby Williams par exemple, ou à Veronica Burton, Alyssa Thomas ou Kayla McBride. Vraiment, je ne me plaindrai pas. Je pense juste qu'il est temps de récompenser Alana Smith pour le travail qu'elle fait, elle qui est vraiment la clé de voûte de cette défense de Minnesota. On ne va pas se le cacher, la WNBA va très certainement filer le trophée de DPOY à AJ Wilson. Pourquoi pas? Moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Mais bon, vous connaissez la ligue, hein. Quand il ne donne pas le MVP, il donne le défenseur de l'année pour se rattraper. Donc bon, on verra ce que ça donne. Si elle n'a pas le MVP, on sait qu'il y a de grandes chances qu'elle reparte avec le DPOY. On termine donc cette vidéo avec le trophée de MVP, et cette fois-ci, encore une fois, 3 finalistes se sont dégagés plutôt facilement. On retrouve donc ici Alyssa Thomas, Nafisa Collier et A'ja Wilson, avec des mentions honorables pour Alisha Gray et Kelsey Plum, même si pour l'une le bilan impacte fortement son dossier, et pour la seconde, elle est individuellement moins forte que les 3 monstres qu'on a dans le trio de tête. Et pour ce trophée, c'est un petit peu bizarre ce qui va se passer. Car en effet, selon moi, l'immense favorite encore aujourd'hui, c'est Nafisa Collier. Elle tourne à plus de 23,5 points, 7,5 rebonds, 3,5 passes, presque 2 interceptions en 33 minutes de jeu, avec le meilleur bilan de la ligue. Elle est d'ailleurs la meilleure scoreuse de WNBA cette saison, et fait une année absolument immense. Elle aurait déjà dû, selon moi, l'avoir la saison dernière, et elle confirme encore une fois cette saison. Malheureusement pour elle, il y a eu une blessure il y a quelques temps qui commence à lui faire manquer pas mal de matchs et qui pourrait vraiment entacher sa saison et lui coûter le titre de MVP. On a toujours un petit peu ce débat sur le trophée de MVP. Est-ce qu'on récompense le meilleur joueur ou la meilleure joueuse de la meilleure équipe sur la saison, ou est-ce qu'on récompense la joueuse qui fait la meilleure saison individuelle? C'est toujours un petit peu la question qu'on se pose, et encore une fois, cette saison, elle peut se poser. Car si on récompense la meilleure joueuse de la meilleure équipe, même avec les matchs manqués, Nafisa Collier devrait avoir le trophée. Elle est absolument incroyable des deux côtés du terrain, que ce soit offensivement ou défensivement. Elle est létale sur ses fadeaways, ses tirs à mi-distance. Elle lit extrêmement bien le jeu. Il y a également une vraie progression sur son tir à 3 points, elle qui tire quasiment à 37% cette saison, et est très proche de la fameuse marque des 50, 40, 90 au pourcentage sur l'année,
tournant à presque 59% à 2 points, 37% donc à 3 points et plus de 90% au lancer franc. Fille, c'est vraiment la joueuse ultime, capable de punir à l'intérieur, mais également à 3 points, de défendre sur absolument tous les postes, malgré son petit mètre 85, car oui, Nafissa Collier ne fait qu'un mètre 85, elle est plus petite que moi, et ça franchement, quand on voit le boulot qu'elle fait tous les soirs, c'est assez impressionnant, on s'en rend pas forcément compte dans la ligue, mais c'est une joueuse de petit gabarit qui est extrêmement tankée et qui est incroyablement technique. Pour moi, elle mérite de loin le trophée de MVP sur la saison, mais comme je le disais, sa blessure pourrait laisser la porte ouverte à d'autres joueuses, et pour moi, la deuxième joueuse qui mérite le plus ce trophée, qui l'aurait mérité il y a quelques années déjà, mais on sait qu'elle est un petit peu mal aimée dans la ligue, eh bien il s'agit d'Alyssa Thomas. Tournant cette saison à plus de 16 points, presque 9 rebonds, 9 passes, c'est elle la meilleure passeuse de la WNBA, mais également 1,5 interceptions en un peu plus de 31 minutes de jeu. Alyssa Thomas est vraiment la joueuse à tout faire sur un terrain. Elle est absolument incroyable cette année. On ne pensait vraiment pas que Phoenix serait si haut dans le classement, même s'il y a eu un petit coup de mou, et elle mériterait totalement de remporter le trophée, elle qui fait une bien meilleure saison statistique que la saison 2023 avec Connecticut, qui l'avait vu finir deuxième au trophée de MVP. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des stats incroyables qu'elle arrive à poster chaque soir, mais si on les transpose sur 36 minutes, elle tourne à plus de 18 points, plus de 10 passes d'ess et 9,8 rebonds. On est donc très proche d'une saison en triple-double pour Alyssa Thomas, elle qui est déjà la leader historique en WNBA au nombre de triple-doubles, et qui récemment a décidé de les enchaîner comme si c'était des lay-ups, avec notamment une série de 3 matchs de suite en triple-double, ou encore un la nuit dernière contre Seattle. Alyssa Thomas est d'ailleurs dans le top 15 des meilleures joueuses de la WNBA en ce qui concerne les points par match, les rebonds par match et les passes décisives par match. Rien que ça. Ajoutez à ça une 6e place aux interceptions, en étant seulement 18e à l'usage rate, et vous avez une joueuse extrêmement complète, capable de tout faire sur un terrain, capable de défendre absolument tous les postes, de la meneuse au pivot, et elle a selon moi un vrai dossier pour devenir MVP si Nafissa Collier ne revient pas d'ici la fin de la saison. La dernière joueuse, vous le savez, c'est A'ja Wilson, qui fait une saison individuelle absolument incroyable, avec plus de 22 points, 10 rebonds, plus de 3 passes d'ess, 2 blocs par match, en un peu plus de 30 minutes. Elle fait une saison extrêmement complète également. C'est d'ailleurs sa meilleure saison à la passe en carrière. Et elle nous a d'ailleurs, il y a une grosse semaine, gratifié d'un match à 32 points, 20 rebonds, une première dans l'histoire de la WNBA. Forcément, ce sont des choses qui vont marquer les votants. Si Vegas était extrêmement mal parti en début de saison, on a senti depuis le All-Star Break une toute autre dynamique et l'équipe commence à gagner des matchs avec une A'ja Wilson absolument énorme. Forcément, c'est elle la joueuse la plus utilisée en WNBA au niveau de l'usage, même si, et il faut le noter, c'est quand même elle qui a le moins bon bilan des 3 finalistes. Attention tout de même aux 2 autres finalistes car A'ja est dans une forme olympique ces derniers temps et elle pourrait, pourquoi pas, reprendre l'ascendant, sachant que Phoenix perd des matchs assez évitables. Si Vegas continue sa remontée folle vers le haut du classement, elle pourrait passer devant le Mercury, et dans ce cas-là, A'ja aurait un dossier très solide pour prendre le titre de MVP aussi. Vous l'avez deviné, la course au MVP est très indécise. Selon moi, c'est Nafissa Collier qui est la meilleure joueuse de la saison. Derrière, on a Alyssa Thomas qui fait une saison all-around qu'on n'a certainement jamais vue en WNBA, et ensuite, on a A'ja Wilson qui pose des chiffres absolument dingues, que ce soit au point ou au rebond. On a donc 3 joueuses avec des dossiers extrêmement solides. Le bilan va forcément avoir son importance à la fin de la saison, mais également le nombre de matchs joués. On sait qu'Alyssa Thomas en a raté quelques-uns en début de saison. Nafissa Collier commence à en rater pas mal là avec sa blessure. Donc A'ja a une vraie chance de le prendre, mais on sait que la WNBA a aussi une tendance à récompenser les joueuses qui ont été un petit peu snobées la saison d'avant. A'ja Wilson avait eu le MVP pendant que Nafissa Collier avait eu le DPOY, alors que Nafissa, selon moi, méritait bien plus le MVP la saison dernière. On pourrait avoir l'inverse cette année, avec Fee qui remporterait enfin son premier MVP, tandis que A'ja Wilson décrocherait le DPOY. Encore une fois, le dindon de la farce serait certainement Alyssa Thomas. Moi j'ai beaucoup de mal avec le traitement qu'elle reçoit. Moi je trouve que c'est une joueuse qui subit le plus de disrespect dans l'histoire de la ligue, n'étant jamais vraiment récompensée pour ses accomplissements, alors qu'elle le mérite amplement. Et selon moi, si Nafissa continue de rater des matchs, c'est elle qui devrait l'avoir, du moins je l'espère. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie de la WNBA. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez vous, qui est votre favorite, ou si par exemple vous auriez intégré Kelsey Plum ou Alisha Gray dans votre top 3.
Et voilà, on a fait le tour pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit au fur et à mesure de la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont selon vous les favorites pour chacun de ces trophées, si vous auriez fait comme moi ou voté différemment. Mais n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si ça vous aura plu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu informé des nouvelles sorties de vidéos. Encore une fois, merci à tout le monde pour le soutien ces derniers temps. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo WNBA avant la reprise de l'Euroleague avec les barrages en septembre et le début de saison en octobre. En attendant, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de la semaine dernière si ce n'est pas déjà fait. Peace out.